Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk sur Vox Africa avec aujourd'hui comme invité le grand Déni Ahmed Faras. Bonsoir. Bonsoir. Ahmed, comment ça va? Ça Bien. va super bien, Ouais, super bien, tu étais au States il n'y avait pas longtemps, c'est ça? Combien d'années du côté des States? J'ai fait 5 ans. States. Et maintenant, toi, tu ne parles pas comme Alpha Blondy parce que quand il est revenu, c'est you know, toi, c'est non? Toi, Non, au départ, c'est un tic parce que moi, j'ai eu quand même la chance, sans être prétentieux, d'aller à l'école là-bas. Donc, c'est un tic pour ceux qui parlent anglais. Voilà, donc, mais au départ, ça me fatiguait, mais là, je suis revenu à la source. Et maintenant, c'est fini les Ça histoires de you know. Et puis, bien sûr, elle sera là pour alimenter, je dirais même plus agrémenter de son style, de sa beauté, notre plateau, la grande Fatim Sidi. Mais Fatim, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, Fatim. Bonsoir. Tout en beauté comme tous les soirs. Merci infiniment. C'est facile de porter ça. C'est très et de se facile. balader dans la rue comme tu le fais. Bon, il fait soir, donc ça va. Ouais, ok. Et le matin, ça, c'est pas la tenue adaptée? Non, c'est pas la tenue adaptée. Ok. Et à quelle sortie tu portes ça la plupart du temps? C'est quand tu vas en boîte ou plutôt quand tu vas en after work? Quand j'ai des interviews de cette qualité, je porte ça. Ok, en tout cas. Merci en tout cas pour le coup de pouce. Et puis, vous les connaissez maintenant, vous y êtes habitués. Et pour ceux qui vont désormais s'habituer à ces visages, saluons la belle et bien souriante Christiane Bandama. Christiane, bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous. Bonsoir. Christiane sera là encore avec sa rubrique pour nous décortiquer forcément ce qui fait un peu le bling-bling dans la société. Et puis notre troubadour, notre trublion devrais-je dire, Monsieur Adama Daiko, notre Daiko national. Adama, bonsoir. Oui, bonsoir Barol, bonsoir les amis. Bonsoir. Bien. Alors, Le Grand Talk, aujourd'hui, on parlera forcément de mode, puisque sur notre plateau, il y a un mannequin, et non des moindres, Fatim, avec laquelle, évidemment, on décortiquera la saga des mannequins. Mais avant, tu as décidé, ce soir, de nous parler d'un phénomène de mode qui touche de plus en plus les femmes africaines, et surtout les filles d'Abidjan, le phénomène Napi. Tout à fait, Jean-Jacques. Aujourd'hui, je me propose de vous parler du style Napi. Je suppose que tout le monde ici, sur ce plateau, et beaucoup de nos téléspectateurs connaissent ce mouvement. Et donc, il faut savoir pour commencer que la tendance Napi consiste à garder les cheveux africains naturels, donc c'est-à-dire sans défrisage. Le terme Napi est en fait une contraction de Natural and Happy. Et au départ, en fait, c'était une coiffure de contestation au Kenya dans les années 50 pour revendiquer la beauté du cheveu africain et également montrer sa fierté de porter ses cheveux sans complexe. Seulement aujourd'hui, c'est un mouvement qui a plus d'écho puisqu'aujourd'hui, les moyens de communication sont plus développés et il y a également, bien sûr, les réseaux sociaux qui facilitent justement de véhiculer ce message. Alors à Abidjan, pour prendre un exemple, mais sinon le mouvement touche beaucoup de pays africains, mais à Abidjan, le mouvement se dénomme Napi de Babi. Babi est en fait le petit nom que donnent les Ivoiriens à Abidjan. Il faut noter quand même qu'entre aimer le concept et le mettre en pratique dans la vie quotidienne, il y a quand même un gap, car on le sait, les cheveux africains ne sont pas faciles à entretenir, surtout qu'il faut remarquer que quand même il faut rester chic avec ces cheveux-là. Je vous invite à découvrir le style Napi sous toutes ses coupes dans cette petite vidéo. Avoir les cheveux crépus et fiers de l'être, on regarde tout de suite cette vidéo. Ces jeunes femmes sont les pionnières de la liberté capillaire en Côte d'Ivoire. Elles disent non au rajout, non au lissage des cheveux et oui aux coiffures naturelles. Car à Abidjan, la capitale économique du pays, le cheveu crépus se fait rare. C'est le dictat de la société, toujours. On représente la femme moderne avec des cheveux lisses. Donc c'est vraiment la question identitaire en fait. Mariam est l'une des fondatrices des Napis de Babi. Napi pour naturel et happy, et Babi, comme les habitants d'Abidjan, surnomment leur ville. Beaucoup d'Ivoiriennes se défrisent les cheveux et certaines se décolorent la peau, souvent pour être mieux perçues dans leur environnement professionnel. Mais les Napis, elles, veulent s'émanciper du modèle dominant, calqué sur les codes occidentaux. Ça devrait être normal de pouvoir garder ses propres cheveux. Les gens ne sont pas habitués à avoir des cheveux comme ça. Ils veulent tout le temps toucher. Ah, mais c'est tes cheveux, c'est naturel, c'est pas des mèches. Parce qu'ils ne connaissent pas en fait. C'est juste de l'ignorance. Leur groupe Facebook a attiré 2400 membres en 2 ans et tous les 2 mois, des réunions pratiques sont organisées. Bibi Gagnon est à la pointe des conseils. Cette juriste américano-ivoirienne de 29 ans
n'a pas coupé sa chevelure depuis 5 ans. Il y a ce problème qu'on croit qu'il n'y a pas de produits, huile de coco, huile de jojoba. Et puis je mets ça dans mes cheveux pour hydrater et c'est tout. Elle me demande, mais t'es sûre, c'est ça le secret? Ouais, mais le beurre de karité, ça se trouve, ça se fait, ça se produit ici, en Afrique. Le mouvement touche aussi les hommes, mais les Nappy Boys comme Ange Daddy sont rares. En tout cas, nous les hommes, on n'a pas de problème avec votre fameux nappy. Nous, on a toujours les cheveux crépus, on peut le dire ainsi. Et quand vient l'occasion d'avoir une tondeuse dans les cheveux, nos nappys disparaissent au gré de ces coiffeurs talentueux. Et nous retrouvons sur notre plateau une autre talentueuse, mais cette fois-ci d'été et non de la coiffure. C'est un grand mannequin. Elle est un peu ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la figure emblématique du mannequinat en Côte d'Ivoire. Une émission très suivie qui passe tous les samedis matins sur la chaîne de télévision ivoirienne RTI, dénommée La Saga des mannequins, une sorte d'immersion totale dans l'univers du mannequinat africain. Et la présentatrice vedette et notre invitée, c'est Fatim Sidimé. Bonsoir Fatim. Bonsoir Jean-Jacques. Fatim, merci en tout cas d'être sur ce plateau pour nous présenter. C'est moi. Justement, je le disais à l'instant, ce monde des mannequins. Alors, le mannequinat africain marche-t-il aussi bien que le mannequinat dans le monde? Non, déjà. Parce que déjà en Afrique, le mannequinat, c'est un hobby, c'est pas un métier. Et donc, on a été inscrit il y a seulement 2 ans à la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, concernant la Côte d'Ivoire. Sinon, au Sénégal, au Bénin, au Togo, pour ce que je sais, ils ne sont même pas inscrits à la Chambre des métiers de leur pays respectif. Donc, le mannequinat, à la base, en Europe, c'est un métier. Moi, j'ai fait quand même 4 ans en Angleterre et je faisais que le mannequinat. J'étais payée pour ça, j'étais dans une agence et tout, qui régissait mon emploi du temps. Mais ici, vous êtes obligé d'aller à l'école, de pouvoir être indépendant et puis de faire du mannequinat de manière comme si c'était un hobby. Parce que ici, vous n'avez pas un calendrier de mode, vous n'avez pas une semaine de la mode, vous n'avez pas d'événements récurrents. Voilà. Donc vous avez des stylistes qui se battent pour présenter leur collection dans des conditions pas faciles. Et donc, c'est pas évident. Je voulais réagir sur ce que Fatim disait tout à l'heure. On pouvait donc en déduire qu'en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas vivre du mannequinat, c'est bien ça? On ne pouvait pas, mais on est en train d'organiser dans le sens où déjà pour vivre, il faut être organisé. Il faut déjà être organisé, il faut qu'il y ait un quota, il faut que les mannequins qui marchent bien répondent déjà aux critères, répondent aux normes et soient organisés. Le sens de ton combat aujourd'hui, c'est de permettre d'aligner les mannequins africains sur les salaires des mannequins européens ou simplement de leur donner une sorte de mieux-être quotidien? Alors, Jean-Jacques, moi, je vais commencer à la base. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de devenir mannequin, mes parents n'étaient pas pour. Parce qu'ils estimaient que déjà, c'était un métier trop toisé du doigt, c'était un métier... vraiment, ce n'était pas un métier, c'était la prostitution déguisée. Voilà, il y avait trop de préjugés. Par rapport à mes origines, ce n'était pas une vision... C'était pas le rêve idéal. C'était pas le rêve d'un parent, de voir une fille musulmane, déjà que c'est pas facile de tolérer un chanteur, encore moins un mannequin maintenant. Voilà, exactement. Donc, comme moi, je suis rentrée dans le milieu, que j'ai vu que je n'avais pas eu besoin de faire tout ça pour arriver à un niveau, pas le sommet, on va rester modeste, mais pour arriver à un niveau, je me suis dit, pourquoi pas ne pas révéler la vraie nature de ces personnes-là? Ce sont des enfants, à la base, qui ont reçu une éducation, qui ont une vie, qui ont la même vie que monsieur et madame tout le monde, qui ont leur réalité, qui tombent malades, qui ont des coups de cœur, qui ont des chagrins, qui se battent pour se nourrir, pour réussir dans la vie et tout. Donc, je suis partie sur la base d'expliquer déjà qui est le mannequin, pour qu'il y ait l'acceptation, pour que déjà la société commence à nous prendre en compte. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ton message porte de plus en plus, les parents sont ouverts? Si, parce que quand tu vois qu'aujourd'hui, même au niveau des concours de mannequins, des concours de Miss, tu as des parents qui accompagnent leurs enfants dans des agences. Moi, j'ai ouvert une agence, mais tu as des parents qui viennent tout le temps avec leurs enfants en disant « je veux que ma fille devienne mannequin ». Est-ce que le mannequinat, évidemment, africain offre des portes internationales? C'est peut-être possible, mais on a l'occasion ensemble de voir justement cette fameuse et célèbre émission qui couvre le mannequinat de la sous-région, La Saga des mannequins. D'accord.
Très chère Fana de l'émission La Saga des mannequins, bonjour. Nous sommes dans l'encre d'une très grande école, sinon académie de formation de mannequins. Donc aujourd'hui, vous saurez comment est-ce que les filles s'entraînent avant un défilé, comment est-ce qu'elles apprennent à marcher. C'est 2 fois inné, mais pas très souvent. Donc elles travaillent au niveau de la marche, au niveau de la corpulence, au niveau du maintien et tout. Voilà un extrait évidemment de cette émission que vous retrouvez sur la RTI 1 en Côte d'Ivoire. Oui, voilà, le canal 100. Le canal 100. Et cette émission ne se fait pas qu'en Côte d'Ivoire. Hein. Non, non. On a tourné au Ghana, au Sénégal, au Bénin, à Paris. Déjà. Voilà, dans quelques instants, on parlera avec lui, évidemment, puisqu'il a porté en 1991, lors des Francovisions, le drapeau de la Côte d'Ivoire. Avec cette chanson-là, petit bout de guitare. Oh, Denis. Denis, inambekasiga, ilelekora. La suite, ça sera tout à l'heure. Mais avant, je sais que sur ce plateau, vous êtes tous des chanteurs. On aura l'occasion de parler de cette chanson, mais on va aller du côté du Togo. Togo d'ailleurs, qui est une ville que, Fatim, tu visites énormément. Enfin, exactement. Quand le temps te permet d'aller couvrir. Non, pas énormément. Je suis allée plusieurs fois pour des défilés et puis une émission. Et le Togo est l'objet, évidemment, du billet d'humeur de notre Daïko national. Vous savez que beaucoup de pays africains parlent d'émergence à l'horizon 2020-2025, bon, pour ceux qui sont modestes. En fait, ça dépend surtout de qui vous avez derrière vous quand vous êtes président. Ah oui, mais voilà un pays qu'on appelle un petit pays, mais sur le plan superficie. Sinon, c'est un grand pays, mais le Togo a décidé d'être émergent avant la fin de l'année 2014. Ah oui, parce que 2014, c'est l'année du Togo. Oui. Et je rappelle qu'il reste quand même un trimestre avant la fin non, mais en l'année. début d'année, quand on vous dit bonne heureuse année, même si en janvier, ça ne marche pas, mais en décembre, tu peux boucler l'année quand même dans de bonnes conditions. Inch'Allah. Pourquoi 2014 est-il l'année du Togo? Surtout de l'émergence. 2014 finit par quel chiffre? 4. Le 4. Eh bien, le nom du président du Togo, c'est Faure. Faure en France et en anglais, c'est 4. Eh bien, mesdames et messieurs, 2014 est bel et bien l'année du Togo. Pourquoi je vous dis ça? Togo, c'est un mot de combien de lettres? 4 lettres. Lomé, la capitale, 4 lettres. Et la deuxième ville du Togo, c'est Kara. Kara, ça fait combien de lettres? 4 lettres. Évidemment. Eh bien, à côté de cela, vous avez le président Feu Adema. Il y a un mot qui lui était cher. C'était quoi? Le mot la paix. Paix, c'est combien de lettres? 4 lettres. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a un parti politique qui soutient la politique du président Faure. C'est UNIR. UNIR, ça fait 4 lettres. Et le moyen de transport le plus facile au Togo, c'est quoi? Le Zemi. Non, c'est la moto. La moto, La moto, c'est combien de lettres? 4 lettres. Et vous avez également les frontières. Il y a le golfe de Guinée, frontière naturelle, une frontière. Le Togo fait frontière avec le Ghana, le Burkina et le Bénin. Ça fait 4. Et puis, Faure est le 4e président du Togo. Le premier président, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cours d'histoire. Il se nomme Sylvanus Olympio. Le second, c'est Nicolas Bruniski. Et le 3e, Gnassingbé Eyadema. Et Faure est le 4e président du Togo. Le président Eyadema est décédé un 5 février 2005. 5 février, ça fait 5, 2. Et 2005, ça fait 7. Plus 7, ça fait 14. On tombe dans l'année 2014. Donc, c'est pour vous dire que d'ici la fin de l'année 2014, mes chers amis togolais, vous m'appellerez pour dire Adama, on est maintenant émergent. Adama Daïko. Et puis, c'est le cas de le dire, évidemment. Et on espère que 2014 se terminera bien pour nos téléspectateurs togolais. Et l'invité de l'émission, un autre d'ailleurs, habillé en militaire, un peu une sorte de tenue de contestataire, de révolte, une sorte de... Vous êtes un perpétuel combattant, Ahmed Faras? Combattant, je dirais oui. Je suis un évolutionnaire. Révolutionnaire? Non, un évolutionnaire, c'est-à-dire je suis pour l'évolution des choses. Donc, c'est en cela que je dis que la contestation fait partie de l'évolution.
Pour ceux qui me voient comme un révolutionnaire, je crois que chacun peut m'appeler comme il veut. C'est parce que vous ne fumez pas le cigare avec le Tché que vous vous prenez pour un révolutionnaire, parce que le Tché, c'est un révolutionnaire? Il faut dire que moi, je dis toujours ce que je pense. Ça, c'est ma force de caractère, tout le monde le sait. Je ne m'assois jamais sur ce que j'ai à dire. Surtout que lorsque je pense que nous sommes piétinés, j'ai mon leitmotiv que j'aime bien, il faut abolir l'esclavage culturel en Côte d'Ivoire. Donc quand on entend, je crois que ça donne froid dans le dos. Si c'est pour certains. Alors s'il y a un esclave, si pour certains, c'est qu'il y a des esclavagistes, et c'est qui? Absolument. Moi je dis que c'est le système. Qui Je dis que c'est le système parce que chanter c'est travailler. Voilà, donc pour ceux qui pensent que je suis révolutionnaire, c'est selon leur vision. Mais moi je crois que c'est pour l'évolution des choses. Non mais Jean-Jacques Abidjan, Défiler, c'est on travailler dit en tout cas. mon ventre n'est pas valise. Ouais. Donc ce que tu as dit, dis-le. Ouais, le pour problème, que c'est le jeu que contentait, ton cadavre ne devient pas l'eau. Le problème, c'est vous les artistes, évidemment, vous allez pointer du doigt les problèmes sans jamais pointer les vrais coupables. Vous allez tourner autour du pot. Mais on parlera de ce pot tout à l'heure. Voici une de vos plus grandes fans qui, elle, est une admiratrice de ce déni, quand même. Quand même, oui. Et donc, Ahmed Faras, qui vient aujourd'hui nous retrouver sur ce plateau, c'est quand même l'occasion de poser beaucoup de questions. Ahmed Faras qui avait disparu quand même des plateaux, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps depuis ce faramineux succès de Déni? Il faut dire qu'après Déni, je n'ai pas chômé, parce qu'après Déni, j'ai sorti 3 autres albums. Je veux dire, il y a eu le 13 en 2013. Après le 13, je suis parti pour un exil volontaire aux États-Unis, vous l'avez dit. Je suis rentré en 2000 en Côte d'Ivoire et j'ai sorti l'album Levez-vous, qui d'ailleurs s'est très bien vendu. Très Ah bien. oui, c'est vrai. Là, on ne te suit pas, parce que tu as dit le 13 Bon. en 2013. Bien c'est sûr, parti. le 13 en 2013, voilà, la chronologie. Et après, je suis parti, comme j'ai dit. Un peu comme Ismaël Isa qui a sorti son 14e album en 2014, en fait. Bon, ouais, c'est ça, le 13 est sorti, c'est vrai, le chiffre 13, le bus 13 est sorti en 2013. Donc après cela, Alors, je suis parlons de ton parti, voilà. expérience internationale, notamment ce fameux Francovision où tu occupes cette 3e place. Elle part de quoi? Qui te sollicite? Qui t'inscrit à ce fameux Francovision? Quelle émotion. Voilà, il faut dire que l'aventure a commencé depuis 91. J'ai eu la chance encore voilà, de ta venue sur scène avec le drapeau drapeau dans le blanc ivoirien vert. et tout ça. Voilà, il faut dire que j'ai eu la chance d'être mise en compétition sur une radio de la place. Je ne sais pas si je peux la citer. Une radio ivoirienne, hein? Non, pas une radio ivoirienne, une radio au niveau de France. Voilà. RFI, voilà, et Antenne 2. Donc j'ai eu une invitation qui voulait que je représente la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que mon manager et moi, nous sommes partis à Longjumeau pour cette première édition de la Francovision. Dieu merci, on a pu avoir la médaille de bronze qui était la 3e place. Mais pour la comment Côte est-ce d'Ivoire. que vous avez été découvert alors pour comme ça? C'est Jules Aubranger, père son homme, qui animait l'émission voilà, Canal Tropical. Voilà, Canal Tropical. Repris aujourd'hui par Claudicia sous la forme de Couleur Tropicale. C'est ça. Pendant 3 mois, j'étais premier sur RFI. Ah. Donc on m'a dit, écoute, tu représentes la Côte d'Ivoire. J'ai dit, écoutez, je suis allé. Et tu as reçu beaucoup d'argent avec Déni. Est-ce que les droits d'auteur ont été suffisamment payants et c'est ce qui t'a permis de payer ton billet d'avion pour aller aux États-Unis? Ah non, il faut dire que d'abord, Antenne 2, RFI ont pris tout en compte. Voilà, mon manager et moi, c'était tous les frais payés parce qu'ils savent... Pour aller aux États-Unis? Voilà, non, pas pour aller aux États-Unis, mais pour aller en France, pour la manifestation. Et voilà, donc tous les frais étaient payés par Antenne 2, RFI. Si ça apportait beaucoup d'argent... je dirais qu'on a pu toucher les cachets directement de l'émission, parce que là-bas, c'est comme ça. En termes de droits d'auteur, nous sommes encore dans la course. Allez, on va parler maintenant droit d'auteur, justement, et parler polémique dans l'émission. Et la polémique, elle va être soulevée par notre polémiste national, Adama Daiko, notamment ce palabre entre... Enfin, est-ce que c'est un palabre? Les plaintes dirigées contre certains artistes par le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Oui, je voudrais vous dire merci, parce que vous savez qu'Ahmed Faras, c'est un jeune frère. Comme il a si bien dit, il ne mâche pas ses mots. Chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du Burida, il est actif. Ça veut dire qu'il n'aime pas les combines. Voilà quelqu'un qui dit... Pour nos téléspectateurs, évidemment, qui nous suivent par le monde, c'est le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Voilà, c'est ça. Donc, Ahmed Faras a dit comme ça qu'il faut que le ministère mette en place un fonds pour aider les artistes. Le ministère de la Culture. Effectivement, ça a été fait. Il y en a qui ont été aidés. Il a dit non, moi je veux mon argent pour aller produire mon album. Le ministre a donné son chèque, mais on dirait que le visage n'était pas très intéressant. Parce qu'il dit, mais comment c'est lui seul à qui on donne le chèque? Les autres, on leur a dit,
allez-y dans tel studio pour faire le boulot. Et quelques temps après, je ne sais pas qui a soufflé au ministre. Il dit, ah, monsieur le ministre, on dirait que son album n'est pas encore sorti. Hein. Il a fait quoi de l'argent? Et il a dit à une conférence que si, dans un mois, il ne voit pas d'album sur le marché, ah, Ahmed Faras, tu vas répondre de tes actes. Alors Ahmed Faras, c'est quand même une grande première dans ce pays, hein, pour une fois que le ministère de la Culture décide d'aider des artistes pour la production de leur album. Voilà que on fait face à une banqueroute selon le ministère. Les artistes reçoivent de l'argent et ne produisent pas des albums. Et je vais revenir sur un cas d'un artiste ivoirien qui s'appelle Dios Kezo, qui lui dit avoir reçu 4 millions sur une demande de 20 millions pour la production d'albums. Donc il attend pour l'instant les 16 millions de la part du ministère. Mais bon, ça c'est pour la parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Vous avez reçu combien de francs du ministère ivoirien de la Culture pour produire votre dernier album? J'aurais souhaité que, je vais dire, qu'il ait un représentant du ministère de la Culture. Non, mais est-ce que déjà, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Non, je tiens à faire une précision qui est très importante. Il faut savoir que ce fonds existe depuis 2008. On appelle ça le FSCCA, en abréviation, le Fonds de soutien à la culture et à la création artistique. Si vous voulez, de façon assez claire, c'est ce qu'on appelle la parafiscalité. Et donc, quand les gens parlent, il faut qu'ils fassent attention. Quand vous dites, par exemple, que le ministère donne un fonds, vous voyez, dans le domaine du sport, ça existe. Et pourquoi est-ce que lorsqu'un artiste, par exemple, fait une demande, je vais dire, ce n'est pas l'argent du ministère, mais c'est l'argent des artistes. Il faut qu'elle soit assez claire. Donc, l'appellation d'abord, c'est une erreur. Ce n'est pas un fonds de soutien. On ne soutient pas les artistes parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Je reviens à votre question. Comment est-ce que j'ai reçu du ministère? Seul le ministère le sait. Ahmed Faras a déposé un dossier depuis 2010. Il a demandé, je ne dis pas un fonds, son argent pour aller travailler. Parce que, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, chanter, c'est travailler. Et donc, lorsque vous demandez 12 millions et que le ministère vous donne, je prends un exemple, 2 ou 3 millions, je me dis... Moi, j'ai demandé 12 millions parce qu'un album reggae... Je ne voudrais pas revenir cette polémique parce que le ministère... Non, je le dis sincèrement. Non, je le dis sincèrement. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction de l'émission, que vous dites tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Oui, bien sûr. Alors, tout haut, ce que vous avez reçu tout bas, c'était combien? Non, je ne tiens pas à répondre à cette question parce que j'aurais souhaité que le ministre, parce qu'à ce sujet, je lui ai amené un message, j'aurais souhaité que... Un SMS ou oui, bien sûr. Vous avez dit parce que, vous voyez, je suis un artiste, je suis un artiste très respecté de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je suis à ma 3e production, produite par moi-même. Donc, je sais ce que c'est que la production d'un album. Créer une œuvre d'art, ce n'est pas, je vais dire, un travail à 6-4-2. Je suis un professionnel et l'album que je suis en train de préparer, c'est 12 titres. Tout en live, ça demande plus de moyens. Et donc, quand on dit, par exemple, on attend l'album, est-ce qu'il y a eu un comité qui suit la façon dont je travaille, qui vient suivre au studio? Ce que je fais, c'est un album qui fait le tour du monde. On a fini de boucler la partie que j'ai faite dans mon studio à Dabou. On a fait la partie au studio d'IMB ici. Nous sommes à l'étape de mastering. Je voudrais rappeler que le ministre ivoirien de la Culture, c'est M. Maurice Bandama. Et vous l'avez rencontré après ça? Non, je lui ai amené un SMS parce que ce n'est pas la façon de se parler. Moi, je crois qu'autant je respecte le ministre, autant qu'il faut que... il n'a jamais répondu. Mais pourtant, c'est le 20 numéro parce qu'on se parle de temps à autre. Moi, je crois que je suis un artiste, je me fais respecter. Les gens parlent de, on n'a pas encore vu l'album. Comme je dis, au risque de me répéter, un album ne se fait pas à la 6-4-2. Quand vous voulez faire un travail à l'image des pyramides, comme je dis, je respecte mon boulot. On attend dans quelques mois. Si on n'a pas vu l'album d'Ahmed Faras, on pourra dire qu'il en a fait quelque chose. Moi, je respecte mon boulot. En tout cas, nous, on va tenter, autant que faire se peut, de terminer la première partie de cette émission avec un autre système. Je voulais soulever un point. Tu sais, depuis que les ministères ils sont là, ils sont mis en place et tout, c'est quand même... la première fois qu'il y a un ministre qui s'implique, parce que lui-même à la base est écrivain, donc il sait ce que c'est que d'être un artisan, un artiste et tout ça. Donc c'est la première fois que on nous a, avant de donner des fonds, tout ça, moi je reconnais que j'ai reçu une aide. Voilà. Non, pas 12 millions, même pas. Vous avez les chiffres. Mais je veux dire que honnêtement, je pense que Daiko, il a reçu une grosse enveloppe comme ça. En tout cas, pour l'instant, moi j'ai toujours reçu de grosses enveloppes. Et nous allons terminer la première partie moi qui donne. de cette émission avec un système 6-4-2 pour écouter quand même ce fameux essai titre. Déni, quand même, qu'on va terminer ensemble sur ce plateau pour mettre un terme à la première partie de cette émission. Voici Déni en live dans le système 6-4-2. En fait. Hey! Déni, inabe kasira, ilele kora, suni tele, inabe kasira. Adidumula, adere kola, ile koso, inabe.
Miri, 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 Dans la deuxième partie de l'émission, Go Michel sera notre invité. Chez Afriland First Bank, nous croyons à la dignité de l'Africain, pour qui nous bâtissons une banque panafricaine innovatrice. Et nous intégrons nos valeurs culturelles dans notre vision du métier. Entre le client et nous, c'est une relation de confiance que nous renforçons chaque jour avec notre expertise, notre flexibilité et notre proximité. Chez Afriland First Bank, depuis plus de 25 ans, nous sommes au service du développement de l'Afrique. Afriland First Bank, de Pact with Success. Retour sur le plateau du Grand Talk avec un invité et l'un des moindres. Je vous demande quand même, messieurs, dames, de faire un triomphe à l'homme qu'on appelle Go Michel. Alors avant de poursuivre avec monsieur Go, permettez que je vous appelle monsieur. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir. Ça fait plaisir, hein. Aujourd'hui vous avez les manies, petite main sur le menton, ça fait... Oui, ça c'est un signe de grandeur. Ouais, ça se voit. Voilà. Avec la taille que vous avez, la grandeur... Non, la grandeur ne se situe pas dans la taille, c'est dans l'esprit, c'est dans la tête. Parce que Go est un grand acteur. On l'a vu tout à l'heure justement, la Maud Napi, hein, qui me parlait des cheveux crepus, tout comme moi, tu n'en as plus des cheveux, non, ça ne te dérange pas? Non, ça dépend, ça dépend. Où ça se situe. Les cheveux? Voilà. Et ça devrait dépendre de quoi les cheveux, où ça se situe? Ça dépend. Ce que tu te fais dans la tête, c'est ça. Moi, j'ai fini avec la chevelure. Ah oui, parce que je n'ai pas assez de temps à me consacrer aux cheveux, aller chez le coiffeur, dépenser ça et là pour enlever. Non, mais il faut s'en débarrasser en même temps. Donc, j'ai trouvé une potion magique pour m'en débarrasser pour toujours. Et c'est quoi la potion? Parce que beaucoup de ceux et celles qui cherchent à s'en débarrasser ne l'ont pas encore trouvé. Quelle a été ta potion magique pour ne plus avoir, enfin, ou du moins d'avoir cette petite crête qui te reste encore? Ça, c'est un secret, ça se vend très cher. La crête qui me reste, c'est ce qu'on appelle le coq sportif. Go Michel s'est bien installé dans l'émission et on va en savoir un peu plus sur l'acteur, le comédien, le réalisateur, le producteur, le scénariste. En fait, on vous affuble de bien des thèmes et Monsieur Daiko Adama va nous présenter Monsieur Go Michel quand même. Merci mon frère Varol. C'est avec beaucoup de joie que je présente un ami, un frère, un collègue, Go Michel. Notre invité n'est pas né vert, même s'il porte permanemment des verres correcteurs. Selon son extrait de naissance porté à notre connaissance, il est né 1 an avant l'indépendance et la souveraineté internationale de la Côte d'Ivoire. Go Michel, abrégé GM, c'est-à-dire un grand monsieur. Il fait toutes les classes de l'école de la vie. Serveur de café titulaire, avant de devenir le gérant principal, ensuite le propriétaire. Mais sa générosité légendaire a fait chuter sa cote à la bourse des valeurs de la tontine du quartier, tellement il faisait crédit à ses malhonnêtes clients, sans oublier ses jeunes filles bien en chair, qui repartaient chez elle la tasse pleine de café en lui laissant seulement un large sourire accompagné de « Higo, je reviens » comme règlement de la facture. Les années passent, mais Go passe et repasse dans la commune d'Abobo dans une blanchisserie. Oui, ce sont les séries et téléfilms qui lui ont permis de se forger une grande renommée internationale. Reconnu pour sa patience, sa persévérance, son honnêteté et surtout son humanisme, mesdames et messieurs, le célèbre promoteur des onomatopées « Je vais te gifler et je vais t'engager » est prêt à tourner. Moteur, silence, ça tourne, action. Action, Go! Non, t'es un président. Président, il est bon. Go Michel, est-ce que c'est vrai cette bio décalée de Adama Daiko? Tu as été serveur de café dans un kiosque, tu as été blanchisseur, ce compte de la face cachée. Oui, c'est vrai, mais il y a une petite erreur qui s'est glissée dans tout ce qu'il a dit. C'est né 1 an avant les indépendances. Bon, l'indépendance en Côte d'Ivoire, on sait que c'est en 1960.
Donc, si on enlève 1 an, ça veut dire que j'ai combien? 55 ans. 55 ans. Oh. 55 ans, 2014. Bon, je ne peux pas rentrer dans les polémiques parce que je n'ai pas envie de situer mon âge. Mais il est dans la fourchette. Point. Maintenant, ce qu'il a aussi oublié d'ajouter à cela, c'est que dans les années 83, de 83 à 86, je crois, je fus électronicien, donc réparateur radio-télé. Et ça n'a pas été ajouté. Ah, okay, ça t'a échappé, Président. Ben, je Parce voulais que quand on donne tout... Je voulais que tu le dises toi-même. Ah, Président. Non, tu es fort. C'est peut-être ça qui t'a donné envie de passer à la télé, à force d'en réparer. Tu étais fatigué de voir les autres à l'intérieur. Non, du tout. Ce n'est pas ce qui m'a donné l'envie de passer à la télé. Ce qui m'a plus donné l'envie de... Bon, la télé, ce n'était pas le leitmotiv en ce moment. Nous, c'était de jouer devant un public connaisseur, un public qui puisse vraiment t'applaudir. T'applaudir à partir de ce que tu donnes comme spectacle. Donc, depuis l'école primaire, je touchais un peu aux planches jusqu'à ce qu'en 1985, je décide d'en faire un métier. Mais dans un premier temps, ce n'était pas l'objectif, la télévision. C'était de jouer devant un grand public. Et pour moi, le grand public, ça s'est situé à Abidjan. Donc, quand j'ai fini de faire, pour moi, mes armes à Gagnoa, il fallait plier cette valise maintenant pour rejoindre Abidjan, ce que j'ai fait. En 1986, je débarque à Abidjan avec mon baluchon, mon éternel sachet bleu avec calendrier. Donc ça me servait de valise. Donc arrivé à Abidjan. Et voilà, la vie artistique a commencé, la vie de misérable a commencé, la vie de tous les problèmes a commencé. Et on est ensemble jusqu'aujourd'hui. On revient à Gou, justement. On va retrouver tout de suite un extrait d'une de tes performances. Ah, souris. Souris. Mais je souris pourquoi même? Souris, pourquoi? Tu vas voir, je t'en prie. Qu'est-ce que je n'ai jamais vu et puis je vais voir. Je t'en prie, Gou. Je t'en prie, souris. Il va venir. Touche. Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Je suis enceinte, Gou, un petit garçon. Bon, je vais dans la chambre, je vais me changer, je reviens. Voilà, là on vient de voir en tout cas, Monsieur Gou Michel, une scène culte de la célèbre série Ma Famille. Et ce n'est pas fini puisque tu as monté une série qui s'appelle TV Gou. Enfin, non, je ne sais pas si je peux dire ça, un téléfilm. Gou TV Gou TV, Gou sur TV, une web TV qui passait sur le web, c'est ça? Gou pour TV, motiver ta page Facebook, c'est ça? Oui, c'est juste pour la page Facebook, sinon ce n'est pas une télé en tant que telle. Non, ce n'est pas une télé en tant que telle, c'est juste pour situer nos internautes, nos téléspectateurs, qu'il y a quelque chose qui se passe sur une page. Voilà. Et en tout cas, rien d'autre. Et cette page est à près du million de likes à l'heure où nous parlons. Et justement, on va voir comment tu motives les internautes pour aller liker cette fameuse page Gou Michel. Il a quoi? D'un million. Oh non, c'est pas possible. Non, lui, non, faut pas me parler. Lui, c'est un petit. C'est un petit. Je dis, c'est mon petit. C'est moi qui lui ai tout appris de A à Z. Moi, Gou, c'est moi qui lui ai tout appris. Donc, si lui, il a 1 million, moi, je... Non, attends. Non, attends. Moi, je devais être à des coups de milliards maintenant. Parce que l'Afrique, toute l'Afrique doit se retrouver sur ma page. Et quand tu dis que tu prends les Africains, ça doit se continuer, ça doit se compter maintenant sur des milliards. C'est des milliards? Ah non! Bon, non, attends. Passe-moi le numéro de M. Facebook. Je lui dis qui je suis. Il saura qui je suis. Moi, attends, non, ça ne m'amuse pas, hein, moi. Je vais lui fermer tout. Je ferme tout. Voilà. Voilà, il saura qu'on ne badine pas avec moi. Voilà. D'accord. En tout cas, ressaisissez-vous pendant qu'il est temps. Hein. Non, non. Ça, ce n'est pas un conseil, c'est une menace. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Respectons-nous. Hein. Voilà. Bon, mon ami, tu vas appeler tous tes parents, tes amis et connaissances. Dis-leur que c'est l'Afrique. Ici, là, c'est l'Afrique qui parle. Et moi, Gou, je te demande de leur demander de venir sur ma page. Ils n'ont qu'à venir sur ma page.
Et puis on va montrer à ceux-là, aux 50 Cent et autres qui pensent qu'ils sont les meilleurs là, que nous aussi, on est meilleurs. Nous là, on est devant eux. Ça, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Donc si vous, les Africains, vous vous retrouvez sur ma page, bravo l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Parce qu'on dit chez nous, no pity in business. Go Michel, et cette pseudo-publicité pour motiver à plus liker sur cette page. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits? Oui, ça a porté ses fruits, mais vous avez vu le résultat. 900 000 fans, c'est pas 900 fans, c'est pas 9 000 fans, 900 000 fans. Donc franchement, ça se passe de commentaires. Mais tout ça, on n'a pas dormi sur les lauriers pour les avoir, pour les réunir. On a travaillé d'arrache-pied, on a passé des nuits d'insomnie et chaque fois, il faut renouveler, il faut rénover. Il faut chercher des petits trucs pour amener les internautes à s'accrocher et amener ceux qui ne sont pas habitués à venir sur la page, de bouche à oreille, à venir voir ce qui se passe sur la page. Je crois que c'est la somme de tout ça qui a aujourd'hui donné 900 000 fans. C'est une page officielle, Go Michel officielle? Oui, c'est une page officielle. Comment on l'appelle, l'intitulé de la page? Parce que nous aussi, on va militer pour que ça s'appelle Go officiel. Go officiel. Voilà. Allez, vous aussi, si vous avez envie de marquer le pas et faire partie de ce million de likers de la page Facebook de Go Michel, bah allez, vous aussi, comme nous, cliquez sur Go officiel. C'est pas difficile. Vous allez sur Go officiel. Tout ce que j'aime là, cliquez dessus seulement. Parce que d'ici peu, on va atteindre le million et ça va se fêter. Voilà. Quelle a été votre réaction en 1999, je crois, lorsque vous avez eu pour la première fois une réaction de foule comme ça, qui venait en tant que fan vous reconnaître parce que vous étiez acteur dans Les Guignols? Oui, ça c'est, je crois, en 99, comme vous l'avez bien situé, ça s'est passé lorsque nous sommes allés à Paris. Nastou, Amélie et moi, nous sommes allés à Paris pour une série de spectacles et on a été sollicité dans une petite ville située à côté de Paris. Non loin de Paris, ça s'appelle Meaux. Juste pour signer des autographes, faire des dédicaces sur les CD et cachettes VHS et tout. Et quand nous sommes arrivés, on voyait sur l'esplanade une foule qui se déferlait dans notre direction. Mais pour nous, c'était peut-être une marche ou bien un marathon dont on venait de déchaîner. En tout cas, que ça n'avait rien à voir avec vous, tellement vous ne vous y attendiez pas. Ça n'avait rien à voir avec nous. Donc, on s'est mis de côté pour laisser passer la foule. Mais grande fut notre surprise de voir cette foule sur nous. Et la seconde qui a suivi, je me suis retrouvé en l'air. Je portais une chemise à bouton à pression. La chemise est partie, la casquette est partie. Et tout ce que je portais sur moi, mais je suis resté en débardeur. Alors, il a fallu vraiment la combativité des gros bras qui étaient à côté, pouvoir m'arracher des mains de ces gars-là, me déposer dans la maison. Mais il n'y a plus eu de dédicace. Oui, mais qu'est-ce que ça vous a fait quand même émotionnellement? D'autant plus que d'ailleurs, ce n'était pas en Côte d'Ivoire, c'était quand même en France. Donc déjà, ça vous démontrait votre succès sur l'échiquier international. Ça m'a amené quand même à penser et savoir, et surtout de croire que le chemin que nous avons emprunté n'est pas un mauvais chemin et que beaucoup suivaient les activités des Guignols d'Abidjan et tout ce qu'on avait à choisir comme thème par rapport à nos films n'était pas tombé dans l'eau et c'était suivi avec beaucoup d'amour. Quels étaient les acteurs avec lesquels tu as joué très rapidement avant Daïko dans la série des Guignols d'Abidjan, série à succès? Daniel Cuxac l'a produit, cette série. Oui, les Guignols d'Abidjan ont été formés depuis 1993 par Daniel Cuxac qui avait sa structure qu'on appelait DC Productions. Il a réuni Maïga Sédatif, le vieux Sidiki, qui ne sont plus avec nous dans ce monde. Il y avait Nastou, il y avait Amélie, il y avait Yaps, Yapo Angèle qui jouait avec Comment ça va à l'époque. Bon, après, Yaps c'est parti, on est resté 5. Donc avec des 5, on a tenu la route. Mais on appelait nos amis de temps en temps pour pouvoir nous aider à étoffer le groupe. Notamment Daouda Traoré qu'on appelait affectueusement Dao, qu'on appelle, pour ne pas dire qu'on appelait. Donc voilà. Donc voilà nos amis avec lesquels on a joué avec les Guignols d'Abidjan. Dao, c'est un de ses amis qui mesure 2 mètres. Ah, 2 mètres. Bon. Oui, 2 mètres 5. Ah, 2 mètres 5. Un basketteur raté. Une taille remarquable. Alors, Go, vraiment, je voudrais te demander quelque chose. Pardon, on veut des renseignements et des informations. Alors, tout le monde sait que Go a été comédien dans la Compagnie nationale du théâtre. Tu as été formé pour le théâtre, tu
Tu as joué pas mal de Compagnie pièces de théâtre. nationale du théâtre de Côte d'Ivoire, Côte pour être d'Ivoire, précis, pour voilà. les téléspectateurs Donc, qui tu es nous un suivent de par le comédien monde. accompli pour faire le métier. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a de plus en plus moins de création, de moins en moins de création de spectacles de théâtre. Alors, je veux savoir, c'est une question d'inspiration ou par manque de salles de spectacle de théâtre? C'est dû à quoi? Le théâtre aujourd'hui presque porté disparu. Le théâtre ivoirien, lui, est presque porté disparu. Est-ce que tu as des raisons qui nous expliquent cette, enfin, entre griffes, pseudo-disparition? Ben, je crois que c'est une question qui nous interpelle tous. Je veux dire, tous ceux qui ont fait ce métier de comédien. Parce que le comédien, c'est quelqu'un qui a besoin d'une plateforme pour pouvoir s'exprimer. Quand tu apprends ton métier, il faut quand même un champ d'action pour pouvoir t'exprimer. Et nous, notre champ d'action, notre plateforme pour pouvoir nous exprimer, c'est des salles de spectacle. On a besoin de salles de spectacle pour pouvoir donner ce que nous avons appris. Parce qu'on a mis du temps et beaucoup de sacrifices pour apprendre ce métier. Il est difficile. Alors, pourquoi il n'y a plus de salles de spectacle? Pourquoi il n'y a plus de salles de spectacle en Côte d'Ivoire? Vous êtes témoin avec moi, c'est pas moi qui vous l'apprends, Monsieur le Président. Non, mais moi, je vous ai posé une question. Oui, mais j'en viens. Je dis que ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Vous êtes au courant avec moi que toutes les salles de spectacle sont parties et sont devenues des églises. Moi, je n'ai rien contre les églises. Hein. Mais quand tu fais une formation, tu es sûr de tes activités. Donc, donne-toi la possibilité de t'exprimer. Si tu choisis d'être pasteur, ça veut dire que tu as une idée sur tes églises. Alors, mais pourquoi diantre, nous qui avons appris le métier de comédie, le métier de comédien, notre seule plateforme d'expression, c'est les centres culturels. C'est aussi les cinémas, les salles de cinéma. Le cinéma, c'est pour l'art. C'est pas, attends, j'ai rien contre Dieu, hein, mais au moins, le musulman, vous n'allez pas voir le musulman dans une salle de spectacle pour dire nous sommes venus faire la prière. Mais pourquoi les salles de cinéma font place aux églises? Pourquoi on nous prend nos centres culturels pour en faire des églises? Si on veut aller au culte, il y a des lieux bien précis. Il y a des églises qui sont construites pour ça. Allez dedans. Allez dedans. Non, maintenant, je dis, il y a aussi ce qu'on appelle ils vont prier pour nous, la on aura des volonté salles. politique. Il faut que les politiques se lèvent pour nous restituer nos salles de spectacle. Il faut que les politiques se lèvent pour nous restituer nos salles de spectacle. Les centres culturels, les cinémas, il faut que ça revienne. Parce que nous, en tant que porte-voix du peuple, en tant que l'œil du peuple, en tant que l'oreille du peuple, nous avons besoin de manger et faire vivre nos familles. Et si vous nous fermez les salles, en ce moment, on va vivre de quoi? Monsieur Gou, il y a quand même le palais de la culture d'Abidjan. Le palais de la culture ne s'offre pas à tout le monde. Ouais. Le palais de la culture, ça coûte ce que ça coûte et vous en savez quelque chose. Palais de la culture d'Abidjan. On va parler très rapidement des scènes africaines qui t'ont le plus marqué. Quels sont les endroits du continent africain où tu es allé et tu t'es senti chez toi en Afrique? Partout. Partout. Quelques anecdotes quand même sur des capitales. Bon, ce qui me revient en premier, c'est à N'Djamena au Tchad, où je suis allé avec les amis Boiri, Oupo, Dibé Cravate et autres, pour un spectacle. Maintenant, pour faire un spectacle, il faut bien faire la promotion. Et les promotions passent aussi par des radios. Nous sommes allés dans une radio pour pouvoir annoncer le spectacle. Nous sommes rentrés dans cette radio tranquillement, mais pour en sortir, c'était toute une histoire. C'était toute une histoire. Pour atteindre la voiture, on a dû batailler fort. Et là, j'ai failli casser mes côtes. Wow. Et j'ai été tellement coincé. Et au sortir de là, j'ai passé 2 nuits couché entre l'hôpital et ma chambre d'hôtel. Donc le premier spectacle, je l'ai joué, mais vraiment avec 50% de ce que je suis. La deuxième capitale qui nous a accueillis en fanfare comme des présidents, c'était Kinshasa, où nous sommes arrivés en roi. Wow. Cet accueil, je ne l'ai vécu nulle part ailleurs. Et c'est les Kinois qui le disent, ce n'est pas moi qui le dis, qu'à part le déferlement qu'il y a eu lorsque Mohamed Ali est venu faire le combat à Kinshasa, c'est la deuxième fois qu'il y a déferlement. Mais nous sommes arrivés et de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le grand hôtel où nous sommes rentrés, mais c'était un déferlement humain. On ne pouvait pas se frayer le passage.
Mais il a fallu la police, beaucoup de cargos de police, beaucoup de militaires, les ninjas qu'on appelle, c'est-à-dire les gens cagoulés et tout, qu'on appelle ninjas chez eux, il fallait ceux-là pour mettre la sécurité. Mais ça se passe du commentaire. Et là, je ne l'ai pas encore vécu. Et je ne sais pas si je vais vivre ça encore. Non, tu vas le faire. Et Abidjan, sur ta terre natale, tu es aussi prophète? Non, ici, je passe inaperçu. Alors, Jean-Jacques. Ici, je passe Comme on inaperçu. dit, hein, on est toujours mauvais prophète chez soi. Ici, Abidjan, il est discret. Ah ouais. À part le théâtre, on sait que tu es un acteur de cinéma, tu as joué dans pas mal de films, de séries. Quel est le rôle que tu n'aimerais pas jouer en tant qu'acteur? Le rôle de la mort. Franchement, la mort. Je peux accepter de jouer tous les rôles. Même le rôle de Dieu, on joue. Le rôle de président de la République, on joue. Le rôle de fou, je préfère jouer le rôle de fou que d'aller me coucher dans un cercueil pour dire que Gou est mort. Non. Non, c'est horrible. Président, ne ris pas parce qu'on ne joue pas avec la mort. Parce que si tu t'en vas te coucher dans un cercueil, la mort est à côté de toi. Donc ne sois pas surpris, 2 jours, 3 jours après, tu te vois emporté par cette mort. On ne provoque pas la mort. Je n'aime pas. Si tu as un rôle pour moi dans un film bien donné, évite de me donner le rôle de mort. Je ne viendrai pas. Quel que soit le cachet. Quel que soit le cas. Si le cachet peut assurer mes arrières, je prends et puis je vais me sacrifier. Et la question... Au moins, ma femme et mes enfants ne vont pas vivre. Alors là, je vais te permettre de découvrir dans notre série Le Grand Talk un dictateur bien aimé. Pas facile que les dictateurs soient toujours aussi bien aimés, mais nous, on a un dictateur bien aimé qui aujourd'hui se plaint que le palais présidentiel, le terme palais ne soit pas réservé qu'à son seul titre de président et qu'on se retrouve avec des palais des sports, des palais de la culture, des palais du peuple et autres palais de justice. Palais royal. Palais royal, mais voilà, qu'en pense notre président, suivant tout de suite, du moins notre dictateur bien aimé. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, à compter de ce jour, à l'instant où je suis en train de vous parler, droit dans les yeux, dans les oreilles, il me revient d'une manière récurrente qu'il y a trop de confusion entre certains endroits appelés palais et celui que j'occupe pour mes fonctions de bonne gouvernance et de bonne gestion irréprochable. Le palais présidentiel. Cet endroit sacré. Comment se fait-il que certains concitoyens peuvent-ils se permettre de dire palais des sports? Diantre, les sportifs sont-ils devenus des présidents? Ont-ils été élus par qui? Palais de la culture, mon œil, les artistes, ces amuseurs publics, sont-ils devenus plus superstars que moi le président? Attention. Palais de la justice. Les avocats, les juges, les greffiers, les plaignants, les accusés, sont-ils devenus des présidents? C'est ça. Attention. Palais royal. Non. La case du roi. Oui. Le village de la culture. Peut-être. La villa de la justice. On peut accepter. La ville des sports. Ok, c'est bon. Mes chers compatriotes, le seul endroit qui mérite d'être appelé palais, eh bien, c'est le mien. Mon palais présidentiel. Ce cadre de réflexion permanent du président que je suis. Je vais vous dire une chose. Le palais que j'occupe n'est pas en location. Il a été construit avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire mon argent, votre argent. À compter de ce jour, j'ordonne la création d'une brigade de surveillance du territoire.
Vous savez tous que nos rues, nos quartiers, nos villages, nos hameaux, nos villes, nos coins et recoins sont sous haute surveillance de caméras, haute dépigmentation et haute définition. Tout contrevenant à cette décision sera arrêté et pendant 24 heures, sous le soleil, sous la pluie, en train de réciter à haute voix « Palais présidentiel, palais présidentiel, palais présidentiel » avec une pause de quelques 1 minute entre chaque 6 heures pour boire un demi-verre d'eau. Mes chers compatriotes, le débat est clos. Ce qui est décidé est décidé. Point final. Pas de trait à la ligne. Ce qui est décidé est décidé. Gou Michel, évidemment, petit commentaire sur notre dictateur bien-aimé. Ben, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Vous savez, l'Afrique aussi a besoin de ça pour avancer. Vous regrettez l'époque des dictateurs, oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Gou Michel, on est au terme de notre entretien. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Mais avant quand même, Gou Michel, un dernier mot à l'endroit de tous les téléspectateurs de la planète qui nous regardent. Bon, le dernier mot, peut-être que ça va être ma dernière phrase. Voilà. Bientôt, je serai, disons que je suis l'un des ambassadeurs des Jeux de la francophonie qui vont se tenir prochainement en Côte d'Ivoire. Et j'invite vraiment tous les pays à y participer parce que c'est notre chose, il faut se l'approprier. Maintenant, mon message va à l'endroit de la jeunesse. La jeunesse qui est le socle de demain, la jeunesse sur qui l'Afrique de demain se repose, la jeunesse sur qui on peut compter demain pour pouvoir construire cette Afrique parce que personne ne viendra construire cette Afrique pour nous. L'Occident ne viendra jamais le faire pour nous. Il n'y a que nous-mêmes pour construire cette Afrique. Je compte sur la jeunesse avec cette nouvelle technologie qui a compris beaucoup de choses. Je crois que la jeunesse doit se ressaisir et ne pas aller se faire descendre par des balles meurtrières derrière des politiciens qui ont déjà gagné leur vie. Vos parents vous ont mis au monde après 9 mois de grossesse. Donc, ils ont investi en vous, ils ont dépensé en vous. Donc, ils doivent quand même pouvoir profiter de vous. Alors, ne vous laissez pas emporter par des politiciens. Prenez vous-même en compte. Soyez vous-même l'exemple de vous-même et prenez votre vie en main en traçant votre voie. Mais le fait de tracer votre voie, ce n'est pas de se ranger derrière aveuglement un politicien pour aller se faire descendre pour que la famille regrette demain. Alors, prenez votre vie en main. Moi, ce que j'ai à dire, c'est ça. Point. Voilà, Gou Michel était l'invité de la deuxième partie de cette émission. Sans oublier Adama Daïko, Christiane, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.